a été de notre oncle, notre papa de l'Ouest avec le colonel Sioux qui a été aussi maté. Donc, sous le parti unique, vous savez, il y avait des complaintes, il y avait des personnes qui n'étaient pas satisfaites. Certaines tribus accusaient d'autres d'être plus favorisées qu'elles. On savait que les frères du Nord occupaient une très belle part dans le gouvernement du président Fobouani. À chaque remaniement, on entendait toujours les non-nordistes, ils n'étaient pas absents. On savait que toutes les régions de la Côte d'Ivoire étaient représentées à hauteur d'au moins un ministre, mais la Côte d'Ivoire a survécu et c'est cette homogénéité dans la diversité que nous recherchons encore aujourd'hui. Et c'est au nom de cette Côte d'Ivoire unie que tous les Ivoiriens se plaignent et que tous les Ivoiriens se lèvent pour dire les choses doivent changer. Voilà, donc ce soir, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette émission, votre émission favorite, cette émission qui débat de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, qui attaque, dénonce le président Ouattara et son gouvernement, mais qui aussi est consciente du fait que le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de gouvernement parfait. Les extrémistes diront qu'il n'y a rien de bon qui soit fait ou qui fut fait en Côte d'Ivoire, mais les faits sont là. Nous savons qu'il y a eu des choses qui ont été faites, même si ce n'est pas ce que nous aurions voulu en tant que parti. Et d'ailleurs, c'est cela aussi que nous combattons, cette manière d'avoir une vision de tunnel dans laquelle on ne voit qu'une seule direction parce que de façon très, très expresse, on exerce la mauvaise foi, tout simplement parce que on est des adversaires politiques. La Côte d'Ivoire doit évoluer. Quand on parle de développement, on doit pouvoir aussi être développé dans l'esprit, développé dans le mind, développé dans la façon de voir les choses. On doit comprendre que même si on n'aime pas quelqu'un, mais on doit reconnaître ce que la personne fait de bon. C'est ça aussi la grandeur d'un être humain. Alors, ce soir, nous parlons toujours de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi parlons-nous de diversité? Eh bien, mes chers auditeurs, mes chers frères et sœurs, chers fidèles auditeurs du Jacques Roger Show et de réflexion, chers panélistes, eh bien, nous parlons de diversité parce que on peut garder l'unité bien que on soit différent. On peut être unis. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'opposition. L'opposition qui a poussé un grand cri. Nous avons vu une première sortie où Mme Simone Gbagbo est venue faire lire une déclaration et on a parlé de tous ces partis politiques qui étaient présents, qui étaient d'accord pour se mettre ensemble, en fait, pour lutter, pour que le gouvernement leur accorde certains points pour garantir des élections sans mort en Côte d'Ivoire, élections sans effusion de sang. Et nous avons vu qu'avant que Mme Gbagbo ne sorte, le président Laurent Gbagbo est sorti pour annoncer à Benoît, lancer son appel. Et bien après, on nous dira que le président Gbagbo a voulu constituer un peu le mouvement de Mme Simone Eivé et avec elle, Blé Goudé et tous les autres. Aujourd'hui, écoutez, les choses continuent de s'affirmer et c'est vraiment au désarroi des Ivoiriens parce que plus on avance, plus on se rend compte que cette unité dont a besoin l'opposition n'est pas vraiment tangible, n'est pas vraiment réelle. On ne peut pas vraiment dire qu'ils sont ensemble, mais on voit plutôt se former des sous-groupes. On voit par exemple Mme Simone Gbagbo, Mme Simone Eivé qui est avec le COGEP de Blé Goudé. On voit par exemple le RHDP et l'UDPCI qui sont ensemble. On voit le PPACI de M. Gbagbo Laurent avec le GPS de M. Soro Guillaume. Et puis voilà les autres partis politiques qui tournent un peu autour de ces différentes paires, de ces coalitions souterraines, pas sous-coalition, peut-être sous-coalition, mais des coalitions qui ne disent pas leur nom. Jusqu'à présent, aucun parti politique n'a eu le courage de sortir pour dire nous sommes en coalition avec un tel ou avec un tel. Mais on le voit parfois sur les réseaux sociaux, au travers des réactions des supporters des uns et des autres, des activistes et tout ça. On se rend compte que tel parti défend tel autre parti contre tel parti. Mais la grande question, c'est
Est-ce que l'opposition a réellement compris sa mission en Côte d'Ivoire pour 2025? Est-ce que l'opposition est réellement consciente que la victoire va résider au bout d'une unité dans la mesure où elle a en face d'elle un président, M. Alassane Ouattara, dont le parti est un parti puissant, dont le parti est un parti au pouvoir, un parti qui détient pratiquement toutes les structures du pays et qui n'est pas forcément obligé de les relâcher pour l'opposition. Mais comment faire pour que ce parti plie les chines? Et c'est cela que l'opposition n'a peut-être pas encore compris. Nous ne savons pas si elle a compris, mais en tout cas, le futur nous le dira. Nous allons allègrement vers 2025 et Mme Simone Gbagbo, dans sa déclaration, a présenté 8 points que nous allons vous lire rapidement. Elle parle de la révision du code électoral, la réforme de la CEI, la révision et la refonte de la liste électorale, donc mélanger carrément la liste électorale, la réviser et enlever toutes les impuretés, la révision du découpage électoral qui pour l'instant est favorable au nord, où nous le savons, il y a moins de population qu'au sud, mais où il y a plus de bureaux de vote qu'au sud. Donc, il réclame donc que ce découpage électoral soit revu, la sécurisation du processus électoral. Nous savons tous comment en Côte d'Ivoire, à chaque élection, on agresse les gens, on bat les gens, on intimide les gens, on force les gens à voter notre candidat. Et donc, c'est une pratique qu'il faut enlever en sécurisant toute la population. Tous les partis politiques doivent avoir le même droit aux élections et tous les militants des partis politiques doivent pouvoir exprimer leur choix par rapport au candidat qui va diriger leur pays. C'est très important. Donc, la sécurisation du processus électoral, certainement, on peut le faire avec les corps habillés, l'armée et tout ça, permettre qu'il y ait une grande couverture sur le territoire national pour que personne ne vienne créer la chienlit ou essayer d'agresser les gens. On a vu comment M. Kakabe a été bastonné comme un petit lapin pendant les élections. Vous vous rappelez tous, il a failli perdre la vie. Et donc, Mme Gbagbo et son groupe voudraient que, en 5e point, que le processus électoral soit sécurisé. Le 6e point, c'est le financement des élections, c'est-à-dire permettre vraiment aux populations. Nous pensons que dans ce financement, il y a aussi le processus d'établissement des cartes d'identité, il y a aussi le processus de couvrir les frais des partis politiques par rapport aux campagnes électorales, etc. Donc, financer les élections pour permettre à tout le monde d'aller aux élections sur la même base et sur l'égalité, que quelqu'un ne soit pas plus privilégié, parce que nous le savons, en le disant, on n'est contre personne, mais croyez-moi, nous savons que quand le RHDP va en campagne, eh bien, ils ont plus de moyens que les autres, et ce sont des moyens qui parfois ne viennent pas seulement de la cagnotte ou bien comment on appelle ça, du fonds du RHDP, mais ça vient aussi du soutien du président et du gouvernement qui investissent assez d'argent pour que le RHDP gagne et soit majoritaire. Donc, c'est important, la communication, l'échange entre le gouvernant et les partis d'opposition, une communication claire. Surtout, ne pas donner l'autorisation aux gens d'aller manifester comme un prétexte, ou après venir les arrêter sous prétexte que non, ils n'avaient pas obtenu. Le RHDP, le gouvernement RHDP est un gouvernement responsable. Nous croyons en tout cas qu'ils sont responsables. Et donc, il y a des choses qu'on ne doit plus voir en Côte d'Ivoire, ces petites magouilles, ces petites mises en scène, ou bien ces petits pièges qu'on tend aux gens pour dire sortez, allez marcher. Et puis quand les gens sortent, on dit bon, attaquez-les ou bien arrêtez-les parce qu'ils sont allés violer l'ordre public, etc. Ce n'est plus digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire parce que nous avons progressé dans l'IDH, nous avons évolué parmi les pays dans le monde entier. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous détenons la CAN, la Coupe africaine des nations. Donc, à ce titre-là, la Côte d'Ivoire devrait continuer à se démocratiser
Et enfin, le 8e point qu'ils ont souligné, ce sont les réformes constitutionnelles. Vous entendez bien constitutionnelles, c'est-à-dire on parle ici de la Constitution. On voudrait que la Constitution soit révisée. Elle avait été révisée en 2016 par le président Ouattara. Aujourd'hui, on veut qu'elle soit révisée. En 2016, on a ôté la limitation d'âge, ce qui fait qu'un vieillard de 100 ans aujourd'hui peut se présenter en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont été ôtées, mais tout le monde le sait, c'est tellement pour privilégier le parti au pouvoir. Ils demandent une réforme. On ne sait pas si cela leur sera accordé. Le futur nous le dira. Et le deuxième point que nous voulons aborder aussi aujourd'hui, c'est bien le remaniement au sein du Front populaire ivoirien qui a fait un remaniement. C'est une décision officielle déclarée. Ça a un numéro, donc c'est enregistré. Nous n'allons pas passer le temps à lire tout ça, mais voici ce que dit cette décision. Je ne parlerai pas de décret, mais de décision. Alors, on dit que voici ce que décide. D'ailleurs, on dit, vu la nécessité de l'ordre, de la discipline, du fonctionnement régulier et de la cohésion au sein du parti, voici ce que décide le FPI, du moins le président. Donc, c'est le président qui a décidé. Article 1, ils sont nommés aux fonctions ci-dessous. Donc, on a un nouveau secrétaire général, M. Nyepa Iré Barthélemy, qui est chargé de l'implantation et de l'encadrement des structures du parti et de la politique d'aménagement et d'administration du territoire, qui est aussi porte-parole de ce parti. On a M. Nda Edoukou Bernard, vice-président chargé du protocole et de l'organisation des manifestations du parti, directeur de cabinet du président du parti. Et puis, on a M. Liagnan Ferdinand, vice-président de... Donc, le FPI est en mouvement. Voilà. Il est le vice-président chargé de la région d'Abidjan-Lagune, Cocody, Bingerville. Il est porte-parole adjoint du parti. Et nous avons M. Koné Adou Jean-Marie, vice-président chargé de la région d'Abidjan 2A1 et de l'animation politique. Voilà. Alors, nous avons ce nouveau remaniement. À quoi est-ce qu'il répond? Pourquoi est-ce que le FPI fait un remaniement avant son congrès qui est prévu pour novembre 2024? Ne l'oubliez pas. Pourquoi est-ce qu'on fait des changements? Est-ce qu'il y a un malaise au sein du FPI? Est-ce que c'est simplement pour une meilleure organisation? Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Et je ne sais pas, je voudrais que la partie technique me dise. Bonsoir Jacques, commandant Jacques, je ne sais pas si mes collaborateurs, mes panélistes sont là. Nous sommes là. Ah bon, voilà. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, commandant Jacques. D'accord. Alors, je ne sais pas si Pasteur Aka est là. Si vous êtes là, signalez-vous. Voilà. Signalez-vous. Si vous n'êtes pas là, ben, ce n'est pas grave, on vous attendra. Mais entre-temps, je voudrais commencer avec M. Adjei. Ah bon, voilà. Bonsoir, M. Dungan. Alors, je voudrais commencer avec M. Adjei par rapport à la sortie aujourd'hui de Mme Simone Babo qui représente le groupe parlementaire. À cette réunion, j'ai vu le PDCI. À cette réunion, j'ai vu le COGEP. À cette réunion, j'ai vu le MGC de Mme Simone Babo. Je ne sais pas si le GPS était présent, puisque je n'ai pas vu d'uniforme. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle déclaration de façon globale? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose? Ça va motiver le gouvernement à faire quelque chose? Le gouvernement va rester idem? Monsieur Adjei. Merci, Gisèle Sarah. Vous faites bien de poser la question. Mais il faut retenir une chose.
nous sommes quelques mois des élections d'octobre 2025. Et il faut savoir que le régime veut se maintenir au pouvoir. Alors, étant dans cette logique, ce régime n'est pas prêt à céder. Il a décidé de diriger avec un bras de fer. Il a décidé de maintenir la CEI avec un bras de fer et avancer dans cette logique en jouant avec le temps jusqu'en octobre 2025. Le régime n'est pas prêt à céder. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Ça, voilà ce à quoi on doit s'attendre. Je rappelle que Ouattara avait dit que l'opposition veut un dialogue politique, mais de quoi on va parler? Il n'y a rien, on a tout, c'est-à-dire on gère tout. Donc, on a d'abord qui est en face de nous et puis de quoi on va parler. Bon, on sait que dans le pays, il y a des arbres, il y a tout, mais ceux-là, nous, on ne les considère pas. Nous, on veut se maintenir au pouvoir. Point. Ils font déjà des programmes pour 2034, 2044, 2050. Donc, c'est peine perdue. Let me put it this way. Peine perdue. Donc, pour vous, cette sortie de cette déclaration de Mme Simone Eivé ne servira à rien. Elle n'aboutira à rien. Parce que, pourquoi Koulibaly Kouibert est toujours à la tête de la CEI? Ils ont déjà fait leur programme. Le Nord, là, est plus, en matière électorale, le Nord est plus peuplé que le centre, le sud, l'ouest. Tout est là-bas. Et puis d'ailleurs, comment se passent les élections? Les gens sont dans les cabines, dans leurs chambres, ils cochent, ils votent pour tous ceux qui sont morts, pour les fictifs, les bébés, les non fictifs qu'ils ont mis, eux cochent pour eux. Et puis on vous donne les chiffres. Il y a eu élection. Vous avez contesté quoi? C'est ça. Et donc, quand on a en face de soi un tel régime avec de telles fraudes, de telles manigances, à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Parce qu'ils ne sont pas prêts au dialogue, ils ne sont pas prêts à céder quoi que ce soit. D'accord. Mais justement, prendre ses responsabilités, est-ce que cette sortie n'est pas justement est-ce que ce n'est pas vraiment ça? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre leurs responsabilités en sortant pour dire, écoutez, nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons cela? Oui, bon, les réunions, c'est permis, on peut se réunir, on peut dire, on veut ceci, on veut cela, mais on veut des actions. Il faut que ceux qui sont en face, là, qui gèrent avec le bras de fer, là, il faut qu'ils sachent qu'ils ont en face d'eux des hommes et des femmes. À un moment donné, il faut qu'ils le sachent. D'accord. Alors, M. Kwasi Dunga, nous savons que M. Laurent Gbagbo avait lancé son appel depuis Bonois. Aujourd'hui, cette deuxième rencontre des partis, du groupement des partis dans l'opposition, se passe à Bonois. À votre avis, quelle est la signification ou l'importance de se réunir à Bonois? Est-ce que Mme Simone Eivé donne une réponse au PPACI qui d'ailleurs n'était pas présent à cette rencontre, hein. Il faut le savoir, le PPACI n'était pas là, les organisations de la société civile de Pichéric Balé n'étaient pas là, et Boga Sako n'était pas là, le FPI n'a pas signé, donc le FPI n'était pas là. Boga est en France en ce moment, en Europe. Oui, M. Dunga. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. D'accord, M. Adjei? Oui, je disais que Boga est actuellement en Europe, en France. Donc, il ne peut pas être là. Peut-être qu'il aurait dû déléguer quelqu'un, mais il a dû déléguer des gens, mais il n'est pas là.
OK, mais il n'a pas, les gens qu'il a délégués, personne n'a signé alors la déclaration, parce que nous avons ici la déclaration. Alors, je vais vous dire le nom, M. Adjei, comme vous le connaissez. Dites-nous s'il y a un représentant de M. Boga, OK? Alors, nous avons le MGC, Simon Ivé a signé, l'URD a signé, le COGEP a signé, voilà, le Parti pour le renouveau démocratique a signé, l'UID a signé, l'ICON a signé, pour la force citoyenne a signé, pour PSDI, ils ont signé, pour la Côte d'Ivoire, ils ont signé, pour l'IDP, ils ont signé, professeur Timoko Doumbia a signé pour le Parti ivoirien du peuple, Eric Kaye a signé pour le RPP, et puis M. Georges Philippe Ezalé a signé pour le PDCI. Alors, il n'y a pas le nom de M. Boga, il n'y a pas le nom de Mme Simone Balé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont invité la société civile? C'est la question. Parce qu'il y a des organisations de la société civile qui sont bien connues. Il y a l'organisation de Picheri Balé, il y a la FIDOP, il y a Grad Afrique, il y a beaucoup de sociétés de la société civile. On doit les citer et les inviter. Est-ce que ça a été fait? Nous ne savons pas si ça a été fait, mais revenons maintenant à Bonois. Pourquoi la nécessité d'aller à Bonois? M. Gbagbo Laurent était à Bonois, il a lancé l'appel. Aujourd'hui, le groupe des opposants à Bonois, qu'est-ce que ça représente? Non, à Bonois, on ne peut pas leur refuser la salle. Mais à Abidjan, RDR pouvait dire non, on n'a pas besoin que l'ordre public soit perturbé, donc on ne vous accorde pas la salle. Donc c'est pourquoi ils sont là à Bonois. Donc Bonois, c'est juste parce qu'ils savent que s'ils font Abidjan, on peut leur interdire la rencontre. Ah bon, d'accord. Nous comprenons mieux. D'accord, merci. Merci de nous éclairer. Voilà. Alors, il y a des partis, des grands partis qui n'étaient pas présents. Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur? Voilà. Voilà. Bonsoir, monsieur Dunga. Je vais permettre à monsieur Adjei, de répondre avant de revenir vers vous. Monsieur Adjei, voilà, je posais la question. Qu'est-ce que... Vous avez entendu ma question? Pourquoi le président n'était pas là? Oui, non, je dis qu'il y a des grands partis qui n'étaient pas là. Alors, quelle est l'importance et le poids d'une rencontre? Non, le PDCI était là. Le PDCI était là. Ils ont été représentés. D'ailleurs, dans la vidéo, on a vu des PDCI habillés en PDCI. Le COGEP était là, mais il y a d'autres partis qui ne sont pas venus. Oui, bon, là, c'est pourquoi je dis que... Le PPACI, par exemple. Parlons du PPACI. L'opposition doit coordonner ses actions. L'opposition doit nous dire ce qu'elle veut réellement. Mais faire des rencontres, ceux-là ne sont pas là, on est divisé. Un royaume divisé ne peut pas prospérer. Une famille divisée ne peut pas prospérer. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons nous mettre ensemble pour mettre la pendule à l'heure, auquel cas, il faut qu'on fasse des sacrifices, il faut qu'on soit présent à chaque appel, il faut qu'on fasse des choses de manière coordonnée. Voilà. Mais vous savez qu'on a parlé de cette opposition ici, et certains ont pensé que Sister Sarah était très dur avec l'opposition, mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons en filigrane là, est-ce que cette opposition est crédible? Est-ce que devant là-bas, on ne va pas voir des gens qui seront facilement achetés par M. Ouattara? Parce qu'ils sont en train de nous prouver vraiment qu'ils ne sont pas unis. Non, ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Jusque-là, on ne voit pas une opposition vraiment unie et solide. Et ça, ça inquiète. C'est pourquoi bon, nous autres, nous pensons que il ne faut pas fatiguer les gens. Ne fatigue pas les Ivoiriens. On parle de
financer des élections ou financer des élections qui vont amener la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quoi ça? Ou bien, si vous ne pouvez pas, dites à Ouattara, bon, écoute, tu as pris le pays, vas-y, jusqu'au jour où tu casses la pipe, on va revenir au village, ça va dans nos champs. Et puis, on sait que bon, on ne peut pas. Mais il ne faut pas se distraire. Les Ivoiriens sont fatigués, on est tous fatigués. Voilà. D'accord, merci. Alors, M. Kwasi Nougan, bonsoir. Bonsoir, maman. Je ris. C'est reparti encore ce soir. Oui. Vous voyez, bonsoir à Sister Sarah, bonsoir à Frère Adjei. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous voyez, je ris parce que oui, il existe une opposition. Et aujourd'hui, cette opposition ne peut pas s'unir parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en souterrain. Donc, non pas parce que ils n'ont pas les mêmes points de vue, mais c'est parce que quelque part, ils ont la main gauche derrière eux, la main droite devant eux, et la main gauche est dans la gueule du caïman. Voici tout le problème. Donc, tant que... Essayez d'expliquer un peu plus clairement. Ils sont devant avec la main droite pour faire l'opposition, et derrière, la main gauche se trouve dans la gueule du caïman. Vous pensez qu'ils font des compromis avec le parti au pouvoir? Oui. Et écoutez, regardez très bien ce qui vient de se passer les 2 dernières semaines. Lorsque M. Assimi Goïta a fait sa déclaration, M. Assimi Goïta n'a pas dit qu'il revient au PP et qu'il retourne dans les bras de Laurent Gbagbo. Mais il a parlé, il a essayé d'énoncer un peu le supplice du président Laurent Gbagbo qu'il a vécu. Et ça a soulevé, comment s'appelle, la hargne du RDR. Alors, pour mettre en garde M. Assimi Goïta, pour ne pas qu'Assimi Goïta retourne dans les bras de Laurent Gbagbo, du président du PPACI, ils ont fait sortir un dossier, un faux dossier, pour dire que eux, ils ont donné l'argent à Assimi Goïta. Ça veut dire que comme... Oui, 100 millions. Mais ils sont venus démontrer, comment ça s'appelle, le pourquoi de ces 100 millions. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus venir parler de ça encore. Peut-être qu'ils ont d'autres choses encore. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils mettent en garde tous ceux qui se disent opposants à qui ils ont donné de l'argent. Que si vous voulez nous quitter, vous voulez rompre avec nous, on met vos dossiers dehors. On met vos dossiers dehors. On vous jette à la vanité populaire que vous êtes des traîtres. Vous ne séchez vos habits où il y a le soleil qui brille et vous êtes avec le pouvoir. C'est ça que j'appelle la main gauche dans la gueule du caïman. Exactement. Mais foncièrement, ce n'est pas parce qu'ils sont avec le parti au pouvoir. Mais pour le moment, ils ont, été induits dans cette situation qu'ils ne peuvent pas se débarrasser comme ça. Donc, c'est comme s'ils ont signé un pacte avec le diable, quoi, c'est ça? Oui, c'est un pacte signé avec le diable. Parce que deux fois, vous signez un pacte avec le diable sans
juger les conséquences que vous pouvez, auxquelles vous allez vous exposer. Donc, M. Laurent Gbagbo aujourd'hui, tout ça là confirme pourquoi Laurent Gbagbo est venu et il ne s'est pas allié avec eux. Parce qu'il était au courant de tous ces deals. Il y a des ministres, il y a des gens du PDCI, dont le président Conan Bédié, qui a tout raconté au président Laurent Gbagbo, que quand il n'était pas là, celui-ci, voici ce qu'il a fait, celui-ci, voici, il a tout raconté au président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de s'exposer. Monsieur... Alors, quand vous parlez d'eux-mêmes, est-ce qu'on peut être un peu plus précis et donner des noms clairs? Parce qu'on se demande, Mme Simone Gbagbo, par exemple, vous pensez qu'elle a eu des compromis avec le pouvoir en place? Oui. Simone Gbagbo, Afik Gessan, monsieur Le Collier, ils ont eu tous des compromissions avec le pouvoir en place. Ils ont eu des compromissions, oui. Mais ce n'est pas par leur propre volonté, mais ils ont accepté ça. Donc, ils n'avaient pas le choix. Oui, ils n'avaient pas le choix. Parce que hier, rappelez encore la semaine passée, les gens du RDSS, ils ont dit à Afik Gessan que tu n'es pas loin de la prison. Ils ont sorti encore la menace de la prison. Ils ont dit ça, que tu es toujours emprisonnable. Est-ce que tu vois? Donc, pour sauver leur tête, ils sont obligés d'accepter ça. Donc, c'est pour cela que nous observons toute cette désunion, tout au sein de l'opposition. C'est pour cela que nous voyons, ce folklore-là. Madame Gbagbo qui va aller à Bonois pour faire ça. Non, ce que M. Agueye a dit n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'on va leur refuser une salle à Abidjan, dans tout Abidjan. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une marche. Puisque la première déclaration avait été faite à Abidjan aussi, n'est-ce pas? Abidjan, oui. Ce n'est pas une marche. C'est quelques individus, une dizaine, une vingtaine, pas plus de 100 personnes. Alors, monsieur Dugan, nous avons monsieur Thierry en ligne. Nous allons le prendre tout à l'heure. Avant d'aller vers lui, moi, je voudrais vous poser une question. Quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer, en face de vous, des gens qui ont déjà mangé dans la marmite de la sorcellerie du RHDP. C'est ça. Où est-ce que l'opposition va aller? Nous comprenons donc pourquoi le gouvernement fait la sourde oreille. Parce que, écoutez, le Seigneur, notre Dieu, Seigneur Jésus disait comme ça, le maître de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Parce que quand vous devez à quelqu'un, vous ne pouvez pas lever la tête. Oui, maman. Voici ce qui va se passer. Donc, tout ce bruit, ça va servir à quoi? Voilà, allez-y. Écoutez très bien ce qui va se passer. Ce sont des gens, comme je le dis, ce n'est pas par leur volonté en tant que politiciens qu'ils ont accepté cette deal. C'est par contraignance qu'ils ont accepté ça. Mais je vous dis, il nous reste 13 mois. D'ici 13 mois, beaucoup de choses vont se passer et pendant ces choses-là, toutes ces personnes-là vont se libérer. Ils vont pouvoir sortir leurs mains de la gueule du caïman. Et vous allez voir que c'est à partir de là qu'on aura une vraie opposition bien organisée, bien structurée. M. Afik Gessan peut rester toujours au FPI. Mais M. Afik Gessan, c'est un monsieur quand même, on peut lui reprocher tout. C'est pour ça qu'on dit les traits, je dis non. Quand quelqu'un vient pour couper ta tête, tu fais quoi? Même s'il faut accepter ce que le deal qui va te faire pour sauver ta tête, tu vas le faire. Donc, toutes ces personnes que j'ai citées, ils ont été contraints pour suivre M. Draman Alassane. Voici, vous-même, prenez le simple exemple que j'ai donné, voici les menaces que le RDR profère contre M. Afik Gessan. Donc, d'ici là, la Côte d'Ivoire sera libérée. Ces gens-là, tous ces gens-là vont sortir leurs mains de la gueule du caïman et on aura une vraie opposition.
que Maman Gbagbo reste dans son parti, que le FPI, Afin Guessan reste dans son parti, que le COJEB reste dans son parti. Ce n'est pas ça la chose importante. La chose la plus importante, c'est que tous ces partis d'opposition, y compris le PDCI, on puisse, comment ça s'appelle, marcher d'une seule voie et chasser vraiment du pouvoir. C'est l'appel du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas dit « venez dans mes bras, venez au PPAC ». Il dit « mettons-nous ensemble pour que ce gouvernement-là ne soit plus là en 2025, c'est-à-dire après les élections de 2025 ». Donc d'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Les Ivoiriens qui ont été compromis pour des raisons, moi je les pardonne, je les les incrimine pas. Peut-être que si j'étais dans cette situation, j'allais accepter, mais moi c'est un autre cas. Donc les Ivoiriens vont se pardonner, on va se mettre ensemble pour foutre au dehors le RDR. Merci. D'accord, merci. Alors, avant que j'aille vers M. Pierrou, j'ai une question pour vous deux, M. Adjaye et M. Dunga. Où est passé le professeur Mamadou Coulibaly? Dans tout ce que nous entendons, dans tous ces bruits, dans toutes ces déclarations, dans tous ces regroupements de partis d'opposition, qu'est-ce qu'est devenu le professeur Mamadou Coulibaly? On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Bon, ce que je sais, c'est que vraiment lui avait arraché son leader pour remettre à un de ses gars du RDR. Et donc, je ne sais pas, depuis là, il n'apparaît pas. Vraiment, c'est inquiétant. Donc, il n'est plus président du leader. Ouattara lui avait arraché ça. Donc, voilà quoi. C'est tout ce que je sais. D'accord. Monsieur Dunga? Oui, mais ce que vous dites est une option, mais M. Mamadou Coulibaly, qui est un éminent économiste, que j'appelle même une intelligence économique, comme on le dit aux États-Unis ici, il peut s'exprimer sur la politique sans pouvoir être dans un parti politique, même si on lui a arraché son leader. Mais il peut toujours s'exprimer. Bon, le motif qu'il garde, nous attendons toujours, comme je l'ai dit, je suis rassuré, convaincu qu'à un moment donné crucial, tous les Ivoiriens se mettront ensemble contre Maman Ouattara. C'est ce temps-là que moi j'attends. Merci. D'accord, merci. Alors, nous voulons aller vers M. Pierrou parce que vous savez, le FPI aussi est en train de vivre des soubresauts. Voilà, il y a une sorte de limogeage, c'est comme ça on dit, ce mot est très compliqué, des pros RHDP qui sont au sein du FPI. On va demander à M. Thomas Pierrou de nous en dire plus. Bonsoir Thomas. Bonsoir, Sister Sarah. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre parti là? Il paraît que maintenant, il y a des gens là-bas qui sont pro-Ouattara. Et donc, votre président a décidé de s'en débarrasser très vite. Est-ce que c'est vrai? Bon, il y a eu des nominations. Et on a des amis, des camarades qui ont jugé bon de se rébeller, de fonder, de faire une fronde. Et donc, il y a une scission au FPI, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Comment? Il y a une scission dans votre parti en ce moment? Bon, scission, c'est trop dit. Il y a quelques éléments qui ont jugé bon peut-être de se retirer, de ne plus faire partie du FPI, et qui ont commencé à manigancer, qui ont commencé à faire, à poser des actes, et qui ont été quand même ramenés à l'ordre, mais qui n'ont pas voulu. Donc, le président Afi été obligé vraiment d'agir, de le mettre de côté, de faire des nouvelles nominations. Alors, vous êtes en train de nous dire que M. Ouattara a réussi à vous infiltrer
et a fait entrer au milieu de vous des personnes qui allaient déstabiliser le parti. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Je ne peux pas dire ou confirmer que M. Ouattara a infiltré des gens. Ce sont des cadres, c'est désolant, mais des cadres aujourd'hui qui ont un comportement contraire à celui d'un comité central. Donc, voilà. Souvent, on dit l'excès de nuit. Cette histoire-là, voilà, on était ensemble, on a signé un partenariat. Signer un partenariat de pas se dire il faut te lier voilà, au parti avec des clauses bien définies. Et à notre grande surprise, on a dit bon, on va rompre le partenariat parce qu'il est caduc, ça ne nous arrange plus. Alors, on a des camarades, peut-être par leur position, à cause des élections, qui ont eu des positions qui se disent, ben voilà, c'est une vache à lait qui ne veut plus se débarrasser et qui ont préféré dire qu'il faut continuer le partenariat et voilà, il faut défier la décision du président, donc continuer dans le partenariat avec le RHDP et trouver comme alibi voilà, l'appel de Benoît du président Gbagbo. Donc, le président a tout fait pour les ramener à l'ordre, a tout fait pour venir expliquer quand même aux membres du parti pourquoi voilà, cette décision, mais ils n'ont pas voulu, jusqu'à même aller maintenant faire des conférences, des presses et tout ça. C'était en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut avoir des noms? Est-ce qu'on peut avoir des noms de personnes? Vous parlez d'élus après les élections, donc ceux qui ont été portés à la tête de la région et qui ont eu des postes d'élus, c'est de ceux-là que vous parlez, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez les noms? Est-ce qu'on peut avoir ces noms? Bon, le problème, c'est quoi? C'est que, par exemple, à Bobo, on a notre ex-VP, vice-président Diabaté Bey, qui est adjoint au maire à Bobo. Voilà. Et, au niveau de Yopougon, on a Dabo, qui est adjoint au maire à Yopougon. Et tout cela, ce sont des vice-présidents. On a SGA, le secrétaire général adjoint de Sanogo, qui sont à Cocody. Donc, voilà. C'est quelques noms comme ça, je peux vous dire. Je peux citer. Et eux, voilà, ils étaient vraiment. Voilà. Ils sont maintenant partis complètement, ils ne sont plus au FPI, ils sont devenus RHDP complètement. Bon. Non, je ne peux pas confirmer qu'ils sont RHDP, puisqu'ils revendiquent que, bon, voilà, Afi doit partir, parce qu'il a fait 23 ans étant président du FPI. Donc, voilà, 23 ans pour lui, c'est trop, pour eux, c'est trop. Il faut qu'on fasse le congrès, ce qui est normal. On dit, bon, nous allons nous rendre au congrès. Si vous voulez qu'il passe, alors au congrès, c'est le seul congrès qui va décider, qui va élire le président du parti. Et on était dans cette dynamique, et à notre grande surprise, il y a eu une conférence où, voilà, ils ont conduit des communiqués pour dire, bon, voilà, ils sont plus, voilà, ils veulent vraiment la démission du président, mais il faut qu'il parte, et voilà ce groupe qui revendique. Et avant même leur conférence de presse, Afi disait, il appelait par exemple le secrétaire général à Sangaré. Bon, voilà, de venir, ils ont fait réunion, on a fait réunion, on a le comité central qui va se réunir, on a fait réunion. Les réunions, ils postponaient toujours, alors que c'est un élément clé du parti. Donc, voilà, le président a su que, bon, enfin, il a analysé, c'est un politicien. Mais pourquoi, quand j'appelle mon secrétaire général, il a toujours des alibis et des alibis. Bon, ok, on verra. Et jusqu'à ce que les gens fassent leur conférence de presse
et qu'on découvre voilà, tout ce qui est comme problème. Donc, voilà, il a décidé, il dit, bon, nous, verser, on ne peut plus remplacer, on ne peut plus verser. C'est moi qui les ai nommés parce que le secrétaire général, les vice-présidents sont nommés par le président du parti. Bon, voilà, il y a des vaillantes personnes, il y a des camarades qui sont là, qui peuvent vraiment relever le défi, qui ont été nommés. Donc, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé comme acte et comme événement. D'accord. Alors maintenant, quelles sont les perspectives de votre parti après ce petit bouleversement? Maman, je peux poser une question. Je vais poser une question rapide sur ce qu'il vient de dire là. Oui. Chef, je t'appelle chef, excusez-moi. Il s'appelle Thomas. Oui, Thomas. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des divergences? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que M. Afing Descent, les femmes forment un autre, fassent de nouvelles nominations, les écartent? Alors, au Congrès, ceux-là, est-ce qu'ils seront, ils auront la possibilité de participer au Congrès et avoir même la possibilité de voter pour le nouveau président, pour le président qui sera élu à ce Congrès? Est-ce que ils auront toujours ce droit? Merci. OK. Ce que je vais vous dire, c'est qu'à un parti politique, il y a toujours des nominations et il y a des... quand tu n'es pas à un poste de, par exemple, vice-président, secrétaire général, là, tu peux être un simple partisan voilà, du parti, un membre du parti, et tu as tous les droits. Quand tu payes tes cotisations, tu as ta carte de membre, il n'y a pas de problème, tu peux être au Congrès. La raison pourquoi la nomination a été faite, c'est parce que il y a eu des appels. Bon, venez, nous allons parler entre nous. C'est un parti. Au sein du parti, au moins, voilà, on peut discuter. Mais quand on appelle et il y a des réticents, les gens ne viennent pas, ben, tu es obligé de dire, ben, attends, ce sont mes collaborateurs. Maintenant, si je les appelle qu'ils ne veulent pas venir, je dois vraiment trouver une solution. Et au parti, dans le parti, il y a des gens capables d'assumer ce rôle-là, cette élimination. Donc, Afi a pris sa décision de nommer des gens à leur place, mais pour l'instant, ils ne sont pas radiés du parti, mais il y a eu des nominations, ils ont été remplacés à leur poste par des personnes. Maintenant, à eux, demain, s'ils disent qu'ils s'en vont, il n'y a pas de problème. Les gens viennent toujours dans les partis et ils s'en vont. Ce n'est pas ce qui va faire disparaître le parti. Et aujourd'hui, notre préoccupation, effectivement, comme c'est sur laquelle le reste, le futur. Oui, les perspectives, oui. Pour l'instant, on se concentre en ce moment sur notre congrès de Yam Sokro. Nous sommes en plein travail parce qu'il faut mobiliser les fonds, il faut en parler, il faut l'organisation même pratique. Pour l'instant, c'est ce qui vraiment nous préoccupe. Sinon, le reste là, voilà, pour l'instant, c'est des cas minimes. Ce qui est intéressant pour nous en ce moment dans nos têtes, Monsieur Thomas, c'est ça, Sarah. Un instant, monsieur Adjei. Oui. C'est ça, Sarah. Monsieur Thomas n'a pas répondu à ma question. Votre question, c'est quoi? Oui. La question que je pose, oui. Est-ce que ces gens qui ont été écartés pour tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'ils peuvent participer? Est-ce qu'ils ne sont pas radiés? Voter. Est-ce qu'ils pourront voter? Est-ce qu'ils pourront voter? Parce que voici ce qui se passe. Non, c'est pas ce qui s'est passé. M. Thomas. Vous m'avez posé vous me posez une question, mais vous ne pouvez pas dire voilà ce qui va se passer. Non, je n'ai pas dit voici ce qui va se passer. Non, j'ai dit voici ce qui s'est passé. OK.
au temps de, excusez-moi du terme, du FPI national, oui. Il y a eu ce... Original? Original, ok. Il y a eu, comment ça s'appelle, ce même problème-là qui s'est posé au sein du FPI. D'accord. Et qu'est-ce que M. Afin-Guessan a fait en tant que président? Il a écarté du coup tous ces gens, ces personnes qui, s'opposaient à lui, et il a fait de nouvelles nominations. De nouvelles nominations, et au Congrès, c'était ces délégués-là qui avaient pion pour voter. Et c'est par là qu'il y a eu la désintégration du FPI, ancien. Alors, est-ce que ce n'est pas la même méthode que M. Afin-Guessan est en train d'employer en écartant ces gens-là? M. Sangaré était le porte-parole, M. Dabo, tous ces hauts responsables du FPI, ce n'est pas les cotisations qui ne payent pas. Ils n'ont pas participé aux réunions, mais je pose la question, est-ce que ces gens-là peuvent aller au Congrès et voter? Aller au Congrès, ça dépend d'eux, ils peuvent aller ou pas. Mais s'ils décident d'aller au Congrès, est-ce qu'ils ont le droit de déléguer, de voter pour le président du FPI? Merci. Allez-y, M. Thomas. Oui, mais je vous ai déjà répondu. Peut-être vous n'avez pas fait attention. Je vous ai dit, d'abord, quand vous dites Afi les a écartés, Afi ne les a pas écartés. Afi a fait ses nominations. Pourquoi? Parce que c'était un bras de fer. Quand il leur dit, bon, vous avez votre position, venez maintenant au siège, au comité central, nous allons débattre votre position. Mais les gars lui parlaient absence. Il ne peut pas les prendre de force. Alors, il a décidé, bon, d'accord, puisqu'on prépare quelque chose, on ne peut pas rester comme ça dans un bras de fer. Bon, écoutez, je vais faire les nominations, et puis, quand on fait une nomination, ça ne veut pas dire qu'il faut partir, ça dépend maintenant d'eux. Sinon, ils vont voter. Actuellement, même, ils sont en train d'enregistrer les candidatures pour être président du parti. Ils sont libres de venir poser leur candidature et on va se retrouver au Congrès, à Yamoussoukro. Actuellement, personne n'est chassé du parti. Mais il y a eu sûrement que les nominations, les postes ont été remplacés, c'est tout. Ils demeurent toujours un pays, mais à eux maintenant, voilà, à eux maintenant de dire, bon, écoutez, comme nous, on n'est plus à ce poste-là, bon, nous on quitte le FPI, mais voilà, on va statuer là-dessus et puis bon voilà, le futur nous dira le reste. Merci pour la réponse, merci. D'accord, M. Adjei, votre question? Oui. En fait, ce n'est pas une question, c'est une contribution à la position du président Afi. C'est-à-dire, actuellement, moi je considère que c'est un FPI renouveau. Ils sont en train de restructurer ce FPI-là après la désintégration avec l'ancien FPI. Mais ce que Afi a compris, c'est que après son retrait du RHDP, il y a eu ces infiltrés-là, parce que Ouattara avait l'intention d'arracher le FPI à Afi pour toujours le maintenir au RHDP. C'est ce que Afi a vu. Et il a pris la décision de les écarter et faire de nouvelles nominations pour aller au Congrès. La priorité aujourd'hui n'est pas d'élire un nouveau président du FPI. C'est Afi seul qui peut réorganiser le FPI actuellement. Donc, cette histoire de oui, on veut élire un nouveau président là, c'était une stratégie pour maintenir le FPI toujours au RADP pendant que Afi a rompu leur alliance. Voilà un peu la contribution que je voulais faire. D'accord. Alors, je disais tout à l'heure à M. Thomas, il m'a donné les perspectives. Ma question, c'est celle-ci. La semaine dernière, le RHDP a déjà annoncé que le président Afi peut être poursuivi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si on arrête le président Afi dans les jours qui arrivent? Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer si jamais on arrêtait votre président à cette étape de votre lutte? Bon, pour l'instant, ce qui est sûr, lorsque au cours de
de l'émission, ce député l'a dit, il était sur mandat de quoi, whatever qu'il a cité. Pour l'instant, Afi exerce voilà, son droit de président des partis politiques. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de décision du parti du RHDP où que la justice dit que Afi, ben voilà, tu seras arrêté. Pour l'instant, il continue à faire ses activités. Le jour où il est arrêté, ben, on verra ce qu'on pourra faire. Ça, c'est une stratégie. Donc, quand tu vas en guerre, tu ne peux pas dire, bon, voilà ce que tu vas faire. Donc, nous, on est là, on regarde, mais pour l'instant, il n'est pas inquiété. Et je ne vois pas, voilà, on ne voit pas l'horizon, pourquoi il va même être poursuivi. Quelqu'un, un individu sur un plateau, peut dire ce qu'il veut. Puis, bon, voilà, ils ont dit qu'il avait pris 100 000. Bon, on a démontré que non, qu'il n'a pas pris 100 000. Donc, 100 millions. 100 millions. Donc, voilà. Donc, vous dites que les gens peuvent raconter ce qu'ils racontent. Afi, depuis il est sorti de la prison, il ne doit même pas être candidat, mais voilà, si on permet qu'il soit candidat, puis c'est parce qu'il est dans ses droits. Donc, pour ça, voilà, nous sommes sereins. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, d'accord, mais vous êtes serein, M. Afi, s'il est arrêté, il n'y a pas de problème. Les autres, l'opposition, vous n'êtes pas trop en harmonie avec beaucoup de partis politiques. Le PPACI a appelé, vous n'êtes pas venu. Aujourd'hui, le MGC, Bleu Goudé et tous les autres appellent, vous n'allez pas. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez faire le poids devant M. Ouattara si vous allez seul? Mais ce que je vais vous dire, c'est que, d'abord, le PPACI ne nous a pas appelé. Le PPACI a appelé tous les partis politiques. Et nous sommes dans le même canevas, dans la période des temps. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a un parti qui est parti voir PPACI? On attend nous tous. Et MGC a fait d'abord qu'on appelle le rassemblement au siège du PDCI. Nous, on était là-bas, le FPI était là-bas présent. Même la signature de Benoît qui a été convoquée, nos membres du FPI étaient présents. Mais on a toujours dit, on veut voir vraiment clair dans cette histoire de appel de Benoît, signature de Benoît, rassemblement de MGC, tout ça. On veut voir quel est vraiment, qu'est-ce qui est concret et qui va nous vraiment nous rapprocher et ensemble nous allons travailler. Parce que déjà il y a deux positions en ce moment. Appel de Benoît, signature de Benoît. Là même déjà entre PPACI et MGC, il y a confusion. Donc pour l'instant, à chaque fois qu'on parle, on dit on décidera, mais on va voir vos démarches, mais donnez-nous le temps, comme les autres, finir notre congrès, et puis au cours du congrès, on va décider là-bas. Et puis bon, voilà, on verra ce qu'on va faire. Donc on ne refuse pas, et je crois que, comme l'a dit M. Dunga, avec le temps, l'opposition va se comprendre puisque c'est le début. Nous sommes au début des stratégies, chacun vraiment a sa position, a sa stratégie, mais peut-être avec le temps, on se comprendra et puis bon, voilà, on fera ce qu'on va faire. Mais je pense que chaque parti politique sait que, voilà, il ira aux élections et puis, voilà, peut-être après, peut-être le premier tour ou s'il y a le deuxième tour, ben voilà, peut-être les alliances vont se faire normalement, comme toujours ça a été. Mais pour l'instant, chaque parti vraiment travaille selon sa stratégie. Donc, c'est pas qu'on refuse telle proposition et on veut se cantonner dans notre secteur et tout ça. Non. C'est parce que vraiment nous sommes vraiment concentrés en ce moment sur quelque chose. D'accord, vous êtes concentré sur le congrès. Encore, ce congrès dépendra de la bonne volonté de M. Ouattara. Si M. Ouattara interdit votre congrès, ma question, et c'est la question que je pose toujours à tous les opposants et à tous ceux qui sont en train de revendiquer quelque chose avec le pouvoir Ouattara, que ferez-vous si le gouvernement dit non?
Parce qu'il y a la possibilité d'un non et un non tonitruant. Pour l'instant, c'est le silence. Mais qu'est-ce qui va arriver si le gouvernement décide de carrément vous ignorer après avoir arrêté, par exemple, M. Afin Guessan? Est-ce que vous avez des relations avec l'extérieur, avec la communauté internationale? Quelle est la force de votre base au niveau de la diaspora? De quoi est-ce que vous disposez en fait pour que vous soyez capable de résister à la tempête qui arrive tout droit vers vous? Mais si ça sera, bon, vous répétez chaque fois, ouais, si on arrête AFI, si on arrête AFI. Pour l'instant, l'AFI n'est pas arrêté. Donc, si quelqu'un n'est pas arrêté... Dieu merci. Voilà. Pour l'instant, AFI n'est pas arrêté. Donc, il n'est pas arrêté, il est en train de vaquer à ses occupations. Maintenant, quand il sera arrêté, bon, là, ça sera vraiment une stratégie au niveau de FPI. Qu'est-ce qu'on va décider? Pour l'instant, moi, en tant que membre du FPI, je ne peux pas vous dire, bon, voilà, si AFI a arrêté, voilà ce que je vais faire, Ce n'est pas possible. Pour l'instant, AFI n'est pas arrêté. Donc, on considère que, voilà, voilà, qu'il n'y a rien. On a proposé, on a nos dates de congrès du 8 au 9 à Yamoussoukro, à ce qu'on appelle à Yamoussoukro. Ben, tout est en ce moment OK, c'est bien. On est en train de vraiment faire nos préparatifs et tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Tous les partis, les membres du FPI sont invités, voilà, et à se présenter au Congrès et à élire voilà, leurs candidats. Les candidatures sont en train d'être enregistrées. Donc, je crois que d'ici peu de temps, on saura le nombre de candidats. Et puis, bon, voilà, on va se mettre en activité maintenant à dire que si on nous bloque ou bien on attrape AFI, bon, là, pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire ce que nous allons faire. Oui, vous n'êtes pas un prophète. Voilà, je ne suis pas un prophète pour l'instant. AFI n'est pas arrêté. Voilà, on est en train de travailler. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions, M. Kwasi Dunga. Non. Vous avez un commentaire? Non, moi, ce que dans tout ce mélo-là, moi, je ne blâme pas M. Afin Guessan, je ne blâme pas Mme Simone Gbagbo, je ne blâme pas Blé Goudé. Ce sont les circonstances qui ont amené à cette situation. Mais à un moment donné, là, ils seront libres, ils vont pouvoir se libérer. Ce que je dis à Mme Gbagbo, c'est que c'est elle qui a créé le FPI. C'est grâce à elle que le FPI a été créé avec ses amis, son mari et tout. Mais pourquoi elle allait créer un autre mouvement? Pourquoi elle n'est pas restée dans le FPI? Elle a été invitée au PPACI, elle n'est pas partie. Elle a refusé de partir parce qu'on ne lui a pas accordé l'honneur qu'elle avait droit. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée au FPI et elle a créé un autre mouvement parallèle? Et de deux, ce que je la déconseille, c'est le comportement qu'elle est en train d'adopter et que certaines personnes suivent aveuglément. Le divorce est un droit inaliénable sur la planète Terre. Il n'y a pas une loi qui interdit le divorce. On se marie autant, on se divorce, ce n'est pas la fin du monde. Et qu'elle ne prenne pas ça pour faire un cheval de bataille politique. Cette déclaration qu'elle fait, même à Beaunois, on divorce là-bas plein. Homme divorce femme, femme divorce homme. Ça existe. Elle est une grande intellectuelle. Elle a une capacité, mentale forte. Elle a une capacité aussi d'une femme de caractère très fort, qu'elle mène sa politique et que ne mélange pas, son divorce à sa politique. Qu'elle mène sa politique et si sa politique plaît à quelqu'un, son programme et autres plaît à quelqu'un, les gens vont la suivre. Mais quelle sorte de débat de de guéguerre qui s'appuie sur
affaire de divorce. Ce n'est pas la fin du monde. Et je voudrais dire aussi à tous les auditeurs, M. Laurent Gbagbo n'a rien fait de mal. On divorce, tout le monde divorce. Il y a des hommes qui divorcent sans aucune raison. Même le président du tribunal qui s'occupe des affaires matrimoniales, qui réconcilie les gens qui ne pourraient pas se divorcer, ces personnes-là même divorcent. Donc, qu'elle fasse la politique et qu'elle ne prenne pas cette affaire de divorce pour faire son cheval de bataille politique. Merci. D'accord, bon, ce n'est pas notre sujet de ce soir, donc on va continuer. Voilà, mais j'aurais quand même voulu vous demander, oui, monsieur Thomas, un instant, j'aurais quand même voulu vous demander si vous pensez que Mme Simone Gbagbo a créé le MGC parce qu'on l'a divorcée. Ce serait quand même un peu injuste. Oui, allez-y, M. Thierry. Ouais, je voulais un peu ajouter quelque chose à ce que vient de dire Selunga. Moi, je crois que cette histoire de divorce et tout ça, bon, c'est des sujets sur lesquels on ne doit pas vraiment polémiquer. Maintenant, concernant cette histoire des Beaunois, appel des Beaunois et l'appel de Simone et tout ça. Et accord de Beaunois, appel et accord. Ouais, appel de Beaunois et puis accord de Beaunois. OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être objectif, il faut vraiment être honnête. Lorsque le président Gbagbo est venu, à un moment, il a dit, tout le monde a su ici, que voilà, il n'est pas là pour réunir les partis politiques de l'opposition. Voilà. Donc, quand on dit ça, et après, quand on dit, par exemple, on va contourner le caillou, l'enveloppe vide et tout ça, quand on dit et tout ça, maintenant, si Mme Gbagbo prend, par exemple, l'initiative d'appeler les partis politiques pour dire, bon, voilà, venez, voilà l'idée que je veux qu'on partage ensemble, voilà, et que les partis politiques rejoignent Mme Gbagbo pour statuer, pour penser. Je crois que si c'est le même cheminement, le PPACI carrément doit suivre le pas de Mme Gbagbo. Mais pourquoi forcément c'est l'appel par exemple d'appel de Beaunois du président Gbagbo qui va primer alors qu'elle a commencé ce qu'on appelle l'appel de c'est Simone Gbagbo qui a commencé avant l'appel de Beaunois. Donc aujourd'hui, quand les gens disent non, elle ne doit pas faire, elle doit suivre, mais pourquoi même Gbagbo ne suit pas aussi Mme Gbagbo et Simone pour qu'ensemble, ce qu'elle a commencé là, et tous, voilà, nous tous on puisse statuer là-dessus. Et je crois que ce problème-là, bon, je ne sais pas ce qui se passe entre les deux parties, mais je pense que quand il y a la vérité, il faut le dire, la dame a commencé le premier pas. Je crois que tout le monde devait partir vers elle. Et puis encore, à Beaunois, c'est chez elle. Donc, si elle va dans son village et puis elle dit, bon, voilà. Et sinon, il y avait plein de villes ici. PPACI pouvait partir à Korogo pour faire appel de Korogo, ou bien appel de... Pourquoi c'est à Beaunois ils sont allés? Donc, chacun, c'est une question de stratégie. Donc, ce que je peux dire, c'est une poire deux. Il faut couper la poire en deux. Ce que les gens du PPACI ne veulent pas de Simone, il faudrait que aussi ils acceptent que non, c'est Simone qui a commencé cette histoire-là à Abidjan avant de vraiment parler d'accord de Beaunois. Il faut la rejoindre pour qu'ensemble on puisse vraiment travailler. Donc un peu c'est ce que je voulais mentionner. D'accord. Alors pour faire un peu comme à l'école primaire, hein, tu ne veux plus de moi, qu'est-ce que tu vas chercher chez moi? Pourquoi on n'est pas allé à Gagnoa pour lancer l'appel de Gagnoa? Bon, merci. Dans tous les cas. Merci, M. Thierry. Effectivement, on a l'impression que les partisans de M. Laurent Gbagbo ont des difficultés à admettre que c'est Simone qui a commencé cette affaire. Et M. Gbagbo, on l'a toujours dit ici, essaie de court-circuiter donc ce processus que Mme Gbagbo a déjà établi. Elle a fait les démarches 3 mois avant que M. Laurent Gbagbo aille lancer son fameux appel du côté de Beaunois. Bon, ce n'est pas le thème de ce soir, donc on va revenir au thème. Alors, M. Thierry, on vous a ici. Je voudrais quand même vous poser la question. Quels sont vos rapports avec le PDCI? Bon,
pour l'instant, on n'a pas, on a de bons rapports. On est, le PDCI est tout comme d'autres partis, PPACI, MGCI, voilà. Pour l'instant, on n'a pas de grabuge, il n'y a pas de problème avec le PDCI. Allô? Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Allez-y, oui, on vous entend. Voilà. Donc j'ai dit que les rapports sont bons, il n'y a pas de problème. On n'a vraiment pas de problème avec le PDCI. On n'a aucun problème avec un parti politique. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, on a dit, bon, nos partenaires RHDP, voilà, on va quitter dans le partenariat, c'est tout. Sinon, voilà, nous ne sommes pas des ennemis avec les partis politiques. Donc, on a des bons rapports avec le PDCI. Mais est-ce qu'on peut espérer vous voir en partenariat avec le FPPACI? C'est vrai que pour l'instant, vous n'êtes pas trop convaincu sur l'appel de Benoît, mais si demain le besoin s'impose à vous, est-ce que vous accepteriez pour la cause de la lutte politique de vous allier à M. Gbagbo pour un instant? Bon, de toute manière, si nos idées convergent, il n'y a pas de problème que voilà qu'on ne soit pas ensemble. C'est qu'est-ce qui est dans le contenu, voilà. Chaque partie va porter sur la table. C'est ce qui va définir aujourd'hui les jumelages, ou bien les partenariats, ou bien on va se mettre ensemble. Sinon, quand vous venez sur la table et puis moi je dis bon voilà, ça c'est A, ça tu dis non, ça c'est B, ben alors qu'on doit ensemble dire c'est A, je crois que ça va pas arranger la gauche, mais faisons en sorte que voilà, ce que nous allons mettre sur la table soit vraiment pour toute l'opposition et qu'on soit d'accord sur les principes. Avec ce qui vient de se passer, est-ce que vous pensez que M. Akingue s'en ferait confiance à M. Laurent Gbagbo? Bon, nous sommes en politique, hein. Pourquoi pas? Si ce qu'il va dire, si c'est convaincant, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand on partait avec RHDP, bon, malgré ce que les gens disent de RHDP, on a signé le contrat de partenariat, on a été, et voilà, ça n'a pas marché, on est revenu. Donc, il faut toujours essayer. Les partis politiques, c'est vrai, les gens font des alliances, font des partenariats, et bon, ils font, ils défendent, et puis bon, la vie continue. Donc, demain, si Afi trouve que ce que Gbagbo lui a dit, c'est convaincant, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas convaincant, ben voilà, chacun roule sur sa direction. Mais rien ne dégage en ce moment que oui, on va aller, on va s'allier à RHDP ou bien RHDP va s'allier à PPACI, va s'allier à nous, on va s'allier à PPACI. Pour l'instant, rien n'a encore défini. Chacun est sur sa position et puis le temps fera le reste. Donc, qu'est-ce que le président Afi nous propose? Vous savez, quand vous allez à votre convention bientôt, peut-être que c'est là-bas que vous allez décider, après vos assises, de votre programme de gouvernement. Mais vous qui êtes plus proche de M. Afi, qu'est-ce qu'il a à proposer aux Ivoiriens pour 2025? Bon, là, c'est trop tôt. Je ne pourrais pas, en tant que un simple vice-président ici, je ne pourrais pas dire voilà ce que je ne peux pas vraiment mettre les saluts avant les deux. Laissez-nous faire notre congrès. Vous avez au moins une idée de sa conviction politique, de ce à quoi il s'attend, de là où il veut voir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément tout le programme, mais quand vous êtes avec M. Afi, quelles sont ses aspirations, les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il veut vraiment pour la Côte d'Ivoire? On n'a pas besoin d'aller à un congrès pour nous parler de ça. Non, je vous comprends bien. Pour l'instant, nous sommes dans une dynamique où on est en train de vraiment restructurer notre parti. Pour l'instant, on a beaucoup dans la tête. Prochainement, peut-être quand je vais revenir, bon, je vous dirai voilà ce que pour la vision des Afi pour les Ivoiriens, il a beaucoup de visions. Donc il y a plein. On a un labo. Je ne peux pas seulement sortir quelque chose et demain qui va me rattraper. Donc excusez-moi. On va vous poursuivre avec ça. Voilà. Donnez-moi ce temps et puis bon, le temps viendra où je
je vais déballer toute la stratégie, voilà, l'idée de FPI, de AFI, voilà. D'accord, merci M. Thierrou. On vous donne l'occasion de donner votre mot de la fin sur le limogeage, sur tout ce qu'on a dit ici ce soir. Merci, on a été très heureux de vous avoir. Allez-y pour votre mot de la fin. Je vous dis encore merci. Voilà, c'est une occasion pour nous de nous exprimer toujours quand il y a quelque chose, quand il y a un flou, et continuer à animer vos panels. Je remercie M. Dunga, M. Agueyi qui sont toujours là pour, même si, voilà, de temps en temps, ils décrochent un peu, mais bon, à la vérité aussi qui est là. Et il faut aussi que, au niveau du PPACI, ils acceptent au moins un jour que, voilà, il y a des gens qui peuvent faire, ou bien des partis politiques qui peuvent entreprendre avant eux et qu'ils acceptent de suivre quand même les idées des autres. Et maintenant, concernant les nominations, voilà, limogeage, c'est trop dit, mais c'est les postes qui ont été remplacés. Il y a des gens qui ont remplacé des camarades. Maintenant, à eux de dire, bon, voilà, comme on a été remplacés, bon, nous, on s'en va. Bon, ça, c'est leur droit. Sinon, aujourd'hui, là, ils sont toujours membres des FPI. Ils sont invités, conviés à aller au Congrès et lire la personne, voilà, de leur volonté. Et ça, c'est leur droit. Donc, merci encore. Et puis, voilà, AFI au travail. Et pour l'instant, il n'est pas encore arrêté. Et il n'y a pas de mot de justice qui dit, bon, AFI, bon, tu seras arrêté demain ou pas. Voilà, il travaille. Et, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Merci encore. Et puis, bon, on se rattrape une autre fois. Voilà, merci, M. Thierou. Oui, Nous ne voulons pas que M. Afi soit arrêté. En tout cas, notre souhait est qu'en Côte d'Ivoire, les gens soient libres de s'exprimer sans qu'on puisse leur faire du chantage judiciaire. Voilà, merci. Et on se retrouvera bientôt, comme vous l'avez dit, pour parler certainement du programme de gouvernement. Et peut-être quand vous serez au Congrès, vous nous permettrez de participer à ce congrès avec vous, avec un petit direct, si vous le permettez. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, M. Dougan, allez-y pour votre commentaire et puis votre mot de la fin. Je voudrais faire deux petites remarques qui sont des grandes remarques. La première remarque, c'est que après l'appel de Bonois par le président Laurent Gbagbo du PPACI, en juillet, Madame Simone Eivé, avec son mouvement Génération Capable, a convoqué des partis politiques dont on en a parlé ici, dont le PPACI. Et le PPACI est parti à cette rencontre des partis politiques. Et le PPACI a été signataire des conclusions. Donc, quand on dit que le PPACI ne veut pas suivre les autres, non, c'est faux. Le PPACI était bel et bien présent et a signé cet accord avec les autres partis convoqués par Mme Simone. Oui, mais M. Douga, ils étaient présents, mais le problème, c'est que tous les partis politiques sont d'accord que Mme Simone Gbagbo est celle qui a initié le mouvement des regroupements des partis politiques. Ça, vous ne pouvez pas le nier parce que tous les partis politiques sont d'accord. Mais personne ne nie cela. Et maintenant, M. Gbagbo Laurent est allé lancer un appel de Bonois. Non. Cette signature. L'appel est venu après. Non, ne faites pas d'amalgame. Non, l'appel est venu après. À quelle période? Attends, l'appel de Gbagbo s'est passé dans quel mois? Non, c'est pas quand il est sorti. Non, attends. Madame Gbagbo n'a pas fait sa sortie, mais elle avait déjà commencé les démarches. Donc, M. Gbagbo a poursuivi, voilà. Non. Madame Gbagbo a entrepris une démarche à l'union des partis de l'opposition, si je peux m'exprimer de manière simple. M. Laurent Gbagbo a lancé un appel après cela. Mais après l'appel du président Laurent Gbagbo à Bonois, Mme Simone Eivé a convoqué des partis politiques, dont le PPACI. Et le PPACI a été présent et a signé ces accords. Donc, le PPACI n'a pas régné, ne renie pas, le PPACI n'est pas en palabre avec qui a lancé premier ou qui n'a pas lancé. On sait que c'est elle qui a eu l'initiative, la première,
Le président Gbagbo a lancé son appel, mais le PPAC pourrait dire non, nous on a lancé notre accord, nous on ne va pas suivre ce que Mme Gbagbo fait. Non, non, mais le PPAC était présent et a signé les accords. Au même titre que le PPCI qui était présent, la COGEP était présente aussi. Donc quand vous parlez... quelle était l'opportunité de lancer un appel quand on sait que ce que Mme Gbagbo faisait allait terminer par une rencontre et qu'elle allait appeler tout le monde à venir? Ah non, 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 la rencontre est venue après. Dans les coulisses, non, oui, la rencontre est venue après. Parce que M. Laurent Gbagbo a joué la malhonnêteté de ses non. Pour lancer un appel. Est-ce que M. Laurent Gbagbo conteste? Est-ce que M. Laurent Gbagbo là n'est pas le problème. Ah non. Donc là, vous accusez M. Laurent Gbagbo pour rien. Oui, moi, vous l'accusez de malhonnêteté, alors que oui, directement, il ne conteste pas. Il ne conteste pas, puisqu'il était présent à la rencontre demandée par Madame. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il vient donner le deuxième point, Madame, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. On ne s'entendra pas parce que, la deuxième remarque que je voulais faire, le président Laurent Gbagbo a été clair. Il dit que ce n'est pas à lui d'organiser l'opposition. Ce n'est pas à lui d'organiser l'opposition. Organiser l'opposition et unir l'opposition sont deux termes totalement différents. Il dit que ce n'est pas à lui d'organiser l'opposition. Mais il peut appeler à l'union de l'opposition. C'est deux choses différentes. Donc, en quoi est-ce qu'on incrimine M. Laurent Gbagbo? Parce qu'il dit que ce n'est pas à lui d'organiser l'opposition. Et aujourd'hui, il appelle à l'union. On va en faire un débat, M. Dougan. Oui, il faut qu'on revienne là-dessus. Le frère a parlé de ce. Et j'entends ça toujours sur cette radio de la part de vous allez toujours l'entendre. Pourquoi il a oui, vous allez l'entendre. Il dit, parce il que n'est pas à c'est ce que lui. M. Laurent Gbagbo a fait. Voilà. Oui, il a dit que ce n'est pas à lui. Oui, mon mot de la fin. M. Laurent Gbagbo a dit ce n'est pas à lui d'organiser l'opposition, mais il peut appeler à l'union de l'opposition. C'est deux termes différents et je veux que les gens comprennent. Et que les gens non, ce n'est pas des jeux de mots. Chaque mot a son sens. Vous appelez des gens à se mettre avec vous, vous les organisez. Ah non, Gbagbo n'a pas dit. Non, Gbagbo n'a jamais dit. Non. Vous faites des amalgames et je ne suis pas d'accord. M. Laurent Gbagbo n'a jamais dit venez au PPACI, nous allons déloger Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo dit mettons-nous ensemble pour que ce gouvernement ne soit plus là après l'élection de 2025. Gbagbo n'a pas appelé à... Vous êtes en train de dire organisons-nous. C'est la même chose, M. Dougan. Dit à des gens venez, on va s'asseoir pour voir. Venez, c'est l'union. Venez, c'est l'union. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, mais. Et M. Gbagbo Laurent devrait commencer à être honnête pour dire à tout le monde. Mais il a été honnête puisque le PPACI, il a été honnête parce que à la convocation de Mme Simone et Yves, le PPACI était présent et a signé les accords. Après, quand bien même la paix de Benoît, de Gbagbo. Donc, je ne vois pas pourquoi ce faux débat-là, au lieu qu'on cherche à, comment ça s'appelle, à engendrer des... C'est un faux débat parce qu'on est en train d'alimenter un faux débat. Qui amène la Côte d'Ivoire toujours dans des vilaines choses. On a traité un faux débat qui n'a pas de fondement pour perdre le temps. Que Mme Simone et Yves appellent. Oui, que Mme Simone. Oui, on a bientôt fini. Que Mme Simone appelle à l'union de tous les, comment ça s'appelle, de tous les partis politiques de l'opposition, que M. Laurent Gbagbo vienne réajouter encore, on dit beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. On ne peut pas incriminer M. Laurent Gbagbo de ça, pour ça, parce qu'il est honnête, parce que derrière vos pensées, parce qu'il a divorcé cette dame-là. Donc tout ce que Gbagbo fait, c'est malhonnête. Non. Le divorce est un droit inaliénable. Le divorce est un droit inaliénable. Merci. Autant on se marie, autant on divorce. Oui, on n'a rien contre le divorce de M. Gbagbo. Non, vous avez contre, vous êtes contre. Donc il est malhonnête. Il ne peut pas lui arracher, il lui prend son mariage, il donne à une autre femme,
elle commence son mouvement, il se lève, il va lancer un faux appel depuis Benoît pour donner l'impression que ça vient de Gbagbo Laurent. Mais il ne fait que compléter ce que Simone a lancé. Il complète. Mais il aurait dû attendre que Simone commence et qu'elle soit officiellement celle qui annonce. Mais il vient annoncer comme si c'est lui qui a tué l'éléphant. Il n'a rien tué et c'est dommage. Merci, le PPACI ne va jamais refuser de participer à une convocation de Simone Gbagbo dans le cadre politique pour enlever Gbagbo, pour enlever le Draman. Merci. Voilà, merci. Merci. Et heureusement que dans les 8 points que Mme Simone Gbagbo a cités, elle n'a pas parlé du fameux point de remettre M. Gbagbo sur la liste électorale. Merci. Alors, M. Adjaye, votre mot de la fin. Merci, Cissé Sarah, pour cette belle émission, comme toujours. Je voudrais saluer les frères qui travaillent, M. Thomas et M. Kwasi Dougan, sans oublier le commandant Jacques. Alors, je vais commencer par brièvement parler d'Afi, président Afi. Je ne suis pas inquiet que Afi sera arrêté, parce que bon, ce sont les lieutenants du RHDP qui n'ont aucune réserve, qui racontent leur vie sur les antennes pour faire croire qu'ils maîtrisent la situation. Mais arrêter Afi, ce qu'ils oublient, c'est que ça mettrait encore Ouattara dans une position très délicate pour dire que c'est un dictateur. On n'arrête pas les opposants quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Je conseille à Afi d'être ferme, parce que Ouattara voudrait lui arracher son FPI pour le maintenir au RHDP pour dire qu'il a du poids. Pour qu'il soit ferme, ce n'est pas le moment d'élire un nouveau président du RPI. C'est lui qui doit organiser le RPI pour qu'il soit fort, pour que l'opposition soit forte. Parlant de l'opposition, je sais que chaque parti doit avoir son programme de gouvernement, je suis d'accord. Mais à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire fait face à une situation critique où le RHDP a confisqué toutes les libertés, a tout confisqué. Nous ne voulons plus voir notre pays dans cette position. Nous voulons tout faire pour que le RHDP prenne fin, le pouvoir du RHDP prenne fin. Alors, comment cela doit être fait? L'opposition doit avoir une nouvelle stratégie. Ne pas réfléchir à l'élection, parce que cette élection ne peut pas avoir lieu tant que cette liste électorale n'est pas refaite, tant que Coulibaly Coulibaly est encore président de la CEI, parce qu'il milite pour le RHDP, tant que les régions, le partage électoral n'est pas fait, conséquemment, on ne peut pas aller à une aventure. Pour moi, c'est une aventure électorale qui va nous amener à la guerre comme par le passé. Parce que les contentieux du passé ne sont pas encore vidés, il faudrait que les Ivoiriens apprennent à faire le bilan du passé avant de s'engager, avant d'engager le peuple dans une autre aventure qui va inéluctablement aboutir à une guerre, si rien n'est fait. Ce que l'opposition devrait faire, selon moi, c'est d'insister sur le fait que aujourd'hui, on apprend que la CPI, ce n'était pas le sujet, mais la CPI quitte la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous avez dit que vous vouliez connaître la vérité, que le monde sache la vérité. Vous jugez un camp et vous refusez de juger l'autre camp. C'est une manigance que l'opposition ivoirienne doit saisir cette occasion pour interpeller les Occidentaux qui viennent pour nous assister, selon eux, pour faire des élections démocratiques, pendant qu'ils viennent pour mettre le désordre. C'est eux qui envoient le désordre. Donc, prendre cette liste électorale-là pour exhiber ça, pour dire, vous accusez les autres, mais c'est vos amis qui sont au pouvoir qui créent le désordre. Et voilà les éléments du désordre. Il faut que cette opposition soit ferme, que ces, comme on appelle, les revendications soient fermes. Si cela n'est pas fait, on met le chaos dans le pays, pas d'élection. Je crois que l'opposition doit être ferme et on a encore l'avantage de sauver notre pays. Merci, Sœur Sarah, et continuons à quelqu'un va nous écouter et puis un changement sera fait. Bonsoir et à la prochaine. Merci, M. Adjaye. Bonsoir et à la prochaine. Bonsoir à vous tous. Et on se retrouve le mercredi pour un autre débat sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.